Merci à tous ceux qui nous ont permis d'atteindre le palier de 10% ici et je remercie également ceux qui nous permettront d'atteindre celui de 100%. Donc, clôturer ce projet-là. Donc, le financement de ce projet, bien sûr. Je rappelle ici que le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt, le lien en description de la vidéo. Alors, il y a une règle non écrite dans l'industrie technologique, ou le secteur technologique, c'est comme vous voulez. Quand les marchés deviennent incertains, les budgets informatiques se contractent. Quand la géopolitique se dégrade, les cycles de vente s'allongent. Quand les entreprises cherchent à réduire leurs coûts, les projets logiciels sont les premiers à être reportés. C'est une règle que presque tous les éditeurs de logiciels ont apprise à leurs dépens à un moment ou un autre. Palantir vient de publier 85% de croissance des revenus, une marge opérationnelle ajustée de 60% et un rule of 40 à 145%. Dans un contexte géopolitique que peu d'analystes auraient qualifié de favorable. Et c'est précisément là que le paradoxe commence. La période est difficile, mais l'entreprise a de très bons résultats, d'excellents résultats, que dis-je. Pour comprendre pourquoi ce paradoxe est en réalité parfaitement logique, il faut d'abord comprendre ce que Palantir vend réellement. Première question, Palantir ne vend pas un logiciel de gestion de données. Elle vend un système de décision pour des environnements où les données arrivent trop vite, de trop de sources ou bien de plusieurs sources, et comme vous voulez, avec trop d'enjeux pour que les humains seuls puissent les traiter dans le bon délai. Le Maven Smart System, déployé par le département américain de la Défense, fusionne des flux d'intelligence en temps réel pour permettre à un commandant de prendre la décision opérationnelle dans la bonne fenêtre de temps. Son usage a doublé en 4 mois et est 4 fois plus élevé qu'il y a un an. Le Chips OS ou bien ChipOS, c'est comme vous voulez, hein, disons ChipOS, on va le dire comme ça, développé avec la marine américaine, a réduit le délai d'approbation des nomenclatures de fabrication navale de 200 heures à 15 secondes. Il a accéléré les cycles de revue de contrats de 57% à 73% chez plusieurs fournisseurs industriels de défense. Donc l'efficacité n'est plus approuvée. Ces produits ne sont pas des outils de productivité ordinaires. Ce sont des systèmes conçus pour des environnements où le coût de l'erreur analytique est maximal et où le temps disponible pour prendre la bonne décision est minimal. Oh, on dirait que c'est du stock picking. Et, enfin, pas le stock picking de manière générale, parlons de la bourse de manière générale et pour ceux qui s'intéressent au stock picking en particulier. Et ces environnements se multiplient précisément quand la géopolitique se détériore. C'est la première couche du paradoxe. Mais il en existe une deuxième, moins visible et plus durable. Les revenus US commerciaux de Palantir ont progressé de 133% au premier trimestre 2026. Ces clients ne sont pas des agences gouvernementales. Ce sont des entreprises industrielles, des groupes énergétiques, des institutions financières, des acteurs de la santé. Ce que ces entreprises ont découvert, c'est que les disruptions géopolitiques créent exactement le même type de complexité décisionnelle pour lequel Palantir a été conçu. Quand les tarifs douaniers changent d'une semaine à l'autre et que la chaîne d'approvisionnement doit être reconfigurée en temps réel, une entreprise industrielle ne peut plus planifier avec les outils qu'elle utilisait avant. Quand les risques géopolitiques créent des incertitudes sur les marchés d'approvisionnement en matières premières, un groupe énergétique ne peut plus modéliser ses décisions d'investissement avec des tableurs. Quand la volatilité des marchés financiers atteint des niveaux qui saturent les capacités humaines de traitement, une institution financière ne peut plus gérer son risque avec ces systèmes hérités. Ces entreprises ne sont pas devenues des clients de Palantir parce qu'elles ont décidé d'adopter l'IA. Non, elles sont devenues des clients de Palantir parce que la complexité de leur environnement a dépassé les capacités de leurs outils existants. Et c'est là que les chiffres commencent à raconter quelque chose de structurellement différent. Alors, le net dollar retention de Palantir atteint 150%. Ce chiffre signifie que les clients existants dépensent 50% de plus que ce qu'ils dépensaient l'année précédente, même en tenant compte des clients perdus. Ce n'est pas la signature d'un outil qu'on utilise davantage parce qu'il est pratique, c'est la signature. Donc, c'est le comportement. C'est la signature d'un système dans lequel des processus opérationnels critiques ont été reconstruits et qui génèrent des expansions parce que chaque intégration réussie révèle un nouveau cas d'usage que l'organisation ne savait pas qu'elle avait besoin de résoudre. Donc, vous venez pour un produit X, vous commencez et vous vous rendez compte que vous avez besoin du produit A, B, C, D, M, etc. On adore ça. C'est typiquement le genre de business qu'on aime. Donc,
Les 2,41 milliards ici de TCV Booking clôturés ce trimestre en hausse de 61% ne sont pas uniquement la mesure de l'activité commerciale de Palantir. Ils sont la mesure de la vitesse à laquelle des organisations de toute taille décident que leur environnement est devenu trop complexe pour être navigué dans ce type, sans ce type de système. Donc leur environnement est devenu trop complexe pour être navigué sans ce type de système. Donc ils ont besoin de Palantir parce que Palantir a la solution à la complexité de leurs différents problèmes. Et la marge opérationnelle ajustée de 60% contre 44% il y a un an reflète le fait que cette demande croît beaucoup plus vite que les coûts nécessaires pour la satisfaire. Mais il faut être précis sur ce que ce mécanisme implique analytiquement. Si la croissance de Palantir est partiellement alimentée par l'intensité géopolitique actuelle, eh bien une partie de la croissance est cyclique par nature. Oui ou non? Un monde qui se stabilise est un monde où la demande d'urgence se normalise, où les cycles de décision ralentissent et où des alternatives moins spécialisées pourraient redevenir suffisantes pour certains clients. La vraie question analytique n'est donc pas de savoir si Palantir croît vite aujourd'hui, c'est de savoir quelle fraction de cette croissance est avancée dans des intégrations opérationnelles si profondes qu'elles survivraient à une normalisation géopolitique et quelle fraction disparaîtrait avec le contexte qu'il a généré. Donc si la situation redevient normale, etc., admettons qu'il n'y ait pas le Moyen-Orient, etc., est-ce qu'au niveau de la marine, est-ce qu'au niveau ici des systèmes de défense aux États-Unis, est-ce qu'on aura tendance à avoir moins d'utilisation ou plus d'utilisation ou à peu près le même niveau? Question. Donc, cette distinction ne se lie pas dans les 85% de croissance globale. Elle se lie dans la décomposition précise des moteurs de croissance trimestre après trimestre entre expansion des clients existants et acquisition de nouveaux clients, entre revenus gouvernementaux liés à des programmes pluriannuels et revenus commerciaux liés à des urgences conjoncturelles, entre croissance du TCV qui engage l'avenir et croissance du revenu qui mesure le présent. C'est exactement ce que le Prompt Premium Top Invest dénommé « Quels sont les moteurs de croissance et de marge ?» C'est le nom du prompt, force à construire. Je rappelle ici que les prompts financent notre projet. Il y en a deux. Il y a deux types de prompts. La bibliothèque de base et la bibliothèque premium. Okay, vous avez également la possibilité de ne prendre ni l'un ni l'autre, mais de contribuer au projet. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Donc, ce prompt ne vous demande pas d'observer que Palantir croît vite. Il vous oblige à disséquer l'origine de chaque point de croissance. À savoir, quelle part vient du volume de nouveaux clients? Quelle part vient de l'expansion dans la base existante? Quelle part vient d'une amélioration du revenu par client? Et quelle part vient d'un contexte sectoriel qui pourrait ne pas durer? Il vous force à identifier les indicateurs avancés qui vous signaleront en premier si la composante cyclique commence à se normaliser et si la composante structurelle est suffisamment solide pour maintenir la trajectoire sans elle, donc sans la composante cyclique. Dans le cas de Palantir, c'est la différence entre lire un trimestre record et comprendre ce qu'il prédit pour les trimestres suivants dans un monde différent. Vous retrouverez la bibliothèque en question en description de la vidéo. Maintenant, on va passer à l'analyse quantitative. Il y a très longtemps, je pense que c'est la première vidéo que j'ai effectuée sur Palantir, sur cette chaîne-ci, si ma mémoire est bonne, Palantir. Ça date de 2023. Il me semble que l'entreprise, pour moi, était correctement évaluée et on n'avait pas fait de guesstimation. On avait utilisé une guesstimation avec 20% de marge bénéficiaire. Et on s'était dit une chose, c'est que si les marges augmentent dans le temps, le prix actuel est intéressant et ne prend pas en considération une éventuelle croissance. Eh bien, c'est ce qu'on a eu tendance à avoir sur les années à venir, parce que les dernières vidéos de Palantir datent à peu près de 2023. C'est pas à peu près qu'est-ce qu'on a raconté à cette période-là. Entre le 10 février et le 24 novembre 2023, qu'est-ce qu'on avait? PLTR, 24 février et 2023. On va faire ça comme ça. Et voilà. OK, donc Palantir ici a oscillé entre 8 $ ici et à peu près 17 $ l'action. Il me semble qu'en termes de target price, j'avais quelque chose sur Palantir aux alentours de 12 à 13 $ par là. Ça fait à peu près 3 ans que je n'ai pas revu cette compagnie-là. Mais bref, il y a une certitude, c'est qu'elle faisait partie de ma watchlist et fait d'ailleurs encore partie de cette dernière. Maintenant, on va passer à l'analyse quantitative. Et bien pour ça, je commence par la croissance du revenu. Très intéressant. Alors là, vous allez vous rendre compte que c'est très important de connaître à peu près quel est le cycle, quelle est la phase de vie de cette compagnie. Cette compagnie Palantir, à mon avis, est en phase 4.
Phase 4, parce elle arrive à s'autofinancer. Maintenant, les marges sont de plus en plus élevées, mais elle n'a peut-être pas encore atteint les marges optimales. Attention. Donc, le revenu total est à près de 5 milliards ici. En termes d'attente au niveau du revenu, il me semble qu'en N+3, on s'attend à peu près du 11 milliards. Donc, sur les 3 prochaines, en 2026 étant inclus, donc à partir de 2028, on s'attend à peu près à un revenu de 11 milliards. Donc, le volume de croissance est tout simplement phénoménal. Croissance des revenus, c'est bien, n'est-ce pas? Mais on veut avant tout vérifier si les marges brutes sont stables. Marge brute est en croissance. On adore ça. Marge EBITDA, qu'est-ce que tu racontes ici? Marge EBITDA est, depuis 2023, enfin, donc, les premières vidéos, on avait encore des marges EBITDA moins élevées, mais de moins en moins élevées. Et ici, l'entreprise commence à gagner un tout petit peu d'argent sur le plan opérationnel. Attention, à confirmer avec les cash from operation qui étaient déjà positifs à l'époque, mais en termes de stock-based compensation, combien est-ce qu'on avait? Donc la grosse partie ici du cash flow était constituée on avait à peu près, on générait à peu près 200 millions on générait à peu près, on va prendre ici en janvier 2023, on générait à peu près 200 à 270 millions ici de cash flow opérationnel. Et dans ce 270 millions, il y avait près de 560 millions qui représentaient quoi? Les stock-based compensation. Donc en réalité, l'entreprise ne faisait pas d'argent. Sans les SBC, on aurait eu quelque chose de négatif. OK? Et donc, en date d'aujourd'hui, on génère 2,7 milliards de cash flow opérationnel pour 700 millions de SBC. Donc, les SBC ont eu, en termes de pourcentage sur le chiffre d'affaires, on a eu une réduction ici. Donc, l'entreprise gagne réellement de l'argent en date d'aujourd'hui. Si on enlève les SBC, il reste 2 milliards sur les 12 derniers mois. 2 milliards. À 25 fois les bénéfices, c'est au moins une cinquantaine de millions en termes de valorisation. Je n'ai pas dit que ça valait 50 millions parce que c'est une entreprise en pleine croissance. Ce n'est pas hier. Hier nous permet ici de constater quel type d'entreprise on a sous les yeux présentement et si elle mérite notre attention. Mais là, on est en train d'acheter demain. Les nouvelles sont bonnes et il y a de grandes chances que ça continue avec le cas dans le futur. En tout cas, on va continuer le suivi. Alors, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce type d'entreprise qui a des marges en termes de marge nette? On a des marges nettes de 43%. On a des marges de free cash flow, si ma mémoire est bonne, free cash flow, il me semble que c'est aux alentours d'une cinquantaine de pourcents. De 51%. Moins les SBC, parce qu'en réalité, si on enlève les SBC, je pense qu'on a des SBC ici. Premièrement, on constate quoi sur les SBC en termes de pourcentage sur le chiffre d'affaires? On a quelque chose de moins en moins élevé. À un moment donné, les SBC représentaient même la majeure partie du chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte? Oui, ça existe. Donc ici, on a plutôt 14% et c'est de moins en moins élevé. Au fur et à mesure que le revenu croît, le pourcentage de SBC dans le revenu est de moins en moins conséquent parce que les SBC en eux-mêmes n'augmentent pas, ils sont plutôt stables. On va le dire comme ça. OK? Donc, disons que je prends la totalité de ces bénéfices, de ces free cash flow et je sous-entends qu'il y a de grandes chances que cette compagnie génère réellement 51% de cash flow réel, de free cash flow réel, hors SBC. Donc, même en comptabilisant les SBC, on atteint le 51%. Est-ce que c'est possible? Oui. Parce qu'en réalité, nous n'avons que vu une partie de la vie de Palantir. OK? Et donc, sachant qu'on a un produit qui est de plus en plus intéressant, sur lequel nos clients actuels dépensent de plus en plus, donc, il y a un levier lié à la croissance au sein des entreprises au sein des entreprises qui sont déjà clients chez Palantir, mais également au sein des nouvelles entités, sans oublier le fait que cette compagnie-ci, elle vend un produit qui est si intéressant que ça, elle peut augmenter les prix. Donc, il y a l'aspect pricing power qu'on ne voit pas. Donc, il y a l'aspect volume, augmentation du nombre de clients, augmentation du nombre de produits chez les clients existants et l'aspect prix. Et donc, Palantir peut avoir des marges très, très élevées. Alors, maintenant, en termes de... Je ne paierai pas moins de 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. OK? Ça, c'est mon avis. OK? Et quand on regarde à peu près le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices ici, vous payez les 90 fois les bénéfices, machin, mais ça, c'est son problème. Parce que si on compare ici au taux sans risque, qui est à peu près le 10 ans américain, vu que c'est une compagnie américaine ici, on a quelque chose en tout de 5% par là. Il faut que j'aille regarder ça ici. Où est-ce qu'on a les informations par rapport à ça? Advisor Tool, non, c'est pas ça. Market Overview, non, c'est Calendar. Research Tool. Alors, où est-ce que j'ai ces informations-là? Alors, Security Analysis, ce n'est pas ça. Research Tool, Advisor Tool, My Watchlist, Market Mover,
Favori. Ce truc-là a changé, hein. C'est pas possible ça. Ok, c'est ici. Voilà. Et donc, je cherche quoi? Je cherche à peu près les yields. Yield curve. Ok. Le 10 ans américain est à 4,48%. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ici que une entreprise, si vous payez une entreprise à plus de 25 fois à plus de 25 fois les bénéfices, en réalité, ce n'est pas 25 fois, c'est comme ça. Vous faites 100 divisé par 4,48. Vous avez à peu près, si vous payez une entreprise à plus de 22 fois les bénéfices, en réalité, vous payez un rendement supérieur au taux sans risque. Mais les entreprises ont une particularité, c'est que les bénéfices peuvent avoir tendance à augmenter, donc le taux peut avoir tendance à augmenter. Donc, or, les obligations, c'est un tout petit peu différent. Donc, moi, je prends comme yardstick directement 5%. Donc, au minimum, 20 fois les bénéfices. Mais il faut également prendre en considération la croissance, la qualité. Et donc, pour moi, je prends tous ces éléments-là. Et là, c'est là où ça devient un tout petit peu subjectif. Je paye 25 fois les bénéfices pour Palantir. Si je prends en considération la croissance, la qualité du business, le potentiel d'augmentation des marges, je serais fou de ne pas payer je serais fou de payer moins que 25 fois les bénéfices. C'est mon avis. Je ne paye pas plus que ça. Parce que j'essaie également de me protéger au maximum. Tôt ou tard, cette entreprise aura tendance à arriver à maturation ici, à maturité. Et donc, si elle arrive à maturité, à combien de fois les bénéfices, elle va avoir tendance à s'échanger entre 20 et 25. Dépendamment si on a des taux d'intérêt qui sont à peu près inférieurs à 5% ici. Et donc, quand je fais ça, sur Palantir, 25 fois les bénéfices, en me basant sur les free cash flow, bien sûr, ça donne à peu près 86 $ l'action. Donc, ça veut dire quoi? Avec le prix actuel, je suis prêt à investir sur Palantir à un prix inférieur à 86 $. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que Palantir n'aura pas une croissance au-delà de 2028. J'essaie de me protéger parce que la croissance n'est pas quelque chose, ce n'est pas une certitude. Imaginez que j'applique à peu près la croissance moyenne des dernières années ici sur Palantir. À 25 fois les bénéfices, on se retrouve à un target price aux alentours ici des 273 $. Donc, le prix actuel serait très peu élevé. Mais j'ai l'habitude de me protéger. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Parce que tôt ou tard, la croissance finit par ralentir. Le prix à partir duquel je me sens à l'aise de détenir du Palantir va se situer aux alentours de d'une soixantaine de dollars par là, qui correspond à peu près aux attentes de 2027. Donc, il y a plus de chances qu'on fasse de bonnes prévisions sur les 12 prochains mois plutôt que sur une période de 10, 20, 30 ans. Donc, je préfère me protéger. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous avez pensé que Palantir va prendre toute la taille, tout son marché total adressable ici, etc., et que les marges seront de 80%, machin truc, faites vous-même vos propres hypothèses. Je me limite ici. Je ne paye pas plus que 86 $. Je ne prends pas la dette nette parce que je considère que ce n'est pas une entreprise qui est très endettée ici, enfin, selon moi. On va juste regarder ça. On va faire comme ça. Et Palantir arrive là. On prend le graphe historical et on va prendre la dette nette du point de vue volume. On a quelque chose sur du cash net, littéralement du cash net. Donc voilà, 25 fois je mettais 86 $ ici, je viens dans ma watchlist. Palantir, PA, donc Palantir, voilà, on sera ici, Palantir. Je sais qu'elle est dans ma watchlist. Ok, la dernière fois c'était 12 $, c'était il y a longtemps. On met 86. 1, 2 et boum. OK. Et là, on met la date d'aujourd'hui. Bim, badaboum. Ceci représente uniquement mon point de vue. Vous avez vu comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? Tirez vous-même les vôtres. OK? J'ai parlé la note d'analyse ici. Je posais des arguments, selon moi, qui étaient intéressants ici. Enfin, le point de vue que j'avais par rapport à la période actuelle. Et on sort de là avec quelque chose de positif dans le sens où je pense que Palantir va avoir tendance à bien se comporter dans le futur. Mais je ne paierai pas n'importe quel prix. Le prix à partir duquel je suis à l'aise, c'est 86 $ grand max. OK? Mais je ne suis pas en train de vous dire ici qu'elle ne pourra pas aller au-delà parce que la croissance va au-delà de 2028. Moi, je ne sais pas faire d'extrapolation, etc. C'est pour ça que je me limite à quelque chose qui est visible, surtout pour un business assez prévisible, d'où mon principe d'acheter généralement des compagnies à un prix qui n'implique pas la croissance, parce que la croissance tôt ou tard ralentit. Et donc, si j'achète à un prix qui n'implique pas la croissance, je pourrais en bénéficier largement. OK? Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la bibliothèque de Prompt qui finance ici nos projets. Permettez-nous de gagner du temps, les amis. Permettez-nous de gagner du temps, parce que dans le projet, vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui. Et également,
quand le projet va arriver, va avoir tendance à prendre vie, prendre forme de manière générale. Bref, tout est dans la description en vidéo ici. Merci